bonne idée. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'événement Propulser des communautés inclusives. On est très heureuse de constater votre intérêt envers l'événement. On avait un peu plus de 115 participants inscrits. J'imagine que progressivement, il y en a d'autres qui vont arriver pour prendre le dîner avec nous aujourd'hui. Alors, je me présente, Marie Grandisson, je suis professeure en ergothérapie à l'Université Laval et co-responsable du laboratoire Communauté inclusive. Et moi, je suis Élise Milo, je suis professeure en travail social à l'Université Laval et aussi co-responsable du laboratoire Communauté inclusive. Donc, on est toutes deux chercheuses au CIRIS. Puis, il y a 5 ans, on a obtenu une subvention conjointe du CIRIS et du Fonds de recherche inclusion sociale pour démarrer la recherche en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme dans la région de Québec, portant sur le développement de communautés inclusives. Puis, on nous a aussi donné le mandat de former la relève dans ce domaine-là. Donc, former la relève en recherche sur le développement de communautés inclusives. Donc, vous allez avoir la chance là, de connaître une partie de cette relève-là aujourd'hui dans les présentations de 3 minutes. Donc, j'aimerais, avant qu'on commence, là, remercier grandement le CIRIS et le FRIS, le Fonds de recherche et inclusion sociale, qui nous ont fait confiance pour démarrer cette équipe de recherche-là il y a 5 ans, alors qu'on débutait dans le monde de la recherche, Élise et moi. Remercier aussi nos mentors qui nous ont accompagnés, surtout dans les premières années du démarrage de cette équipe-là, donc Normand Boucher, Hubert Gascon et Francine Julien-Gauthier. Alors, je les remercie beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est un peu le fruit des travaux des 5 dernières années, donc vous donner un aperçu de ce qui s'est construit pour tenter de propulser des communautés inclusives dans la région. Alors, nous vous remercions d'être là. Alors, au programme pour ce midi, tout d'abord, Marie et moi, on va commencer par vous parler de notre laboratoire Communauté inclusive, de notre fabuleux site Internet aussi. Donc, on en profite pour en faire le lancement aujourd'hui. Et puis, on va vous parler de 5 projets qui ont été portés là, dans les 5 dernières années. C'est sûr qu'on aurait pu en présenter d'autres, mais on s'est concentré sur ceux qui avaient été les plus importants ou les plus grands, là, qui ont pris beaucoup d'espace dans nos vies de chercheurs. Ensuite, on a décidé de laisser la place aux étudiantes qui font partie de l'équipe. Donc, on leur a donné un grand défi. On leur a demandé de parler de leur projet en 3 minutes. Donc, elles vont succéder l'une à la suite de l'autre. On a juste des filles qui sont présentes aujourd'hui. Donc, on a décidé de regrouper les présentations sous 3 blocs. Donc, le premier bloc, le bloc 1, on va parler des projets qui portent sur les pratiques inclusives auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Par la suite, on va vous inviter à prendre une petite pause de 5 à 10 minutes pour se dégourdir les jambes. Et ensuite, il y aura le bloc 2 et le bloc 3. Le bloc 2 porte sur l'inclusion des personnes vieillissantes présentant une déficience intellectuelle. Et le bloc 3 porte sur les projets des étudiants qui s'intéressent à l'inclusion des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Finalement, Marie et moi, on va revenir à la fin et on va parler des perspectives d'avenir pour le laboratoire Communauté inclusive. Là, bien sûr, nos projets se poursuivent, là, les projets des étudiants aussi se poursuivront dans les prochaines années. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter le laboratoire de recherche Communauté inclusive et son super site Internet. Alors, ce qu'il faut dire avant de vous présenter le site Web, c'est que notre équipe se concentre, en fait, se distingue à l'égard de 3 aspects. Donc, tout d'abord, nos projets visent tous le renforcement des capacités des communautés à favoriser l'inclusion des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Un autre aspect caractéristique aussi, c'est qu'on travaille toujours en partenariat avec différents acteurs concernés. On va les nommer un petit peu plus tard là, quand on va vous présenter les différents projets. Aussi, un autre aspect qui est très important, c'est que toutes les méthodologies de recherche qu'on déploie sont des méthodologies de recherche qui sont créatives, qui vont aussi favoriser la participation des personnes elles-mêmes aux études qui les concernent. Donc, nos recherches sont vraiment participatives et ancrées dans les besoins des communautés. J'essaie de changer. Bien entendu, Marie et moi, là, on dirige ce laboratoire-là, mais on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de gens là, qui mettent l'épaule à la roue. Tout d'abord, il y a différents chercheurs aussi qui sont des chercheurs du CIRIS, donc notre centre de recherche, qui font de la recherche en DITSA et avec lesquels on aime beaucoup collaborer. Donc, je vais les nommer. Il y a Martin Cahouette, il y a Ernesto Morales, Evelyne Bussière et Francine Julien-Gauthier aussi.
Donc, vous allez voir aussi aujourd'hui qu'il y a des étudiants dirigés par ces chercheurs-là qui vont présenter. Ensuite, il y a différents professionnels de recherche. On va vous présenter tout à l'heure Sarah Martin-Roy, qui est parmi nous, qui travaille actuellement avec nous sur différents projets, et aussi beaucoup d'étudiants gradués. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup de pouvoir travailler avec les étudiants gradués. Donc, ils font leurs projets de deuxième ou troisième cycle avec nous et aussi, ils apportent leur contribution à nos projets de recherche. Donc, c'est vraiment enrichissant de part et d'autre. On a aussi eu la chance, à travers les différentes sessions d'été, principalement, d'accueillir des stagiaires. Donc, les stagiaires d'été, ce sont souvent des étudiants en première année ou en deuxième année des deuxième cycle professionnel, où est-ce que là, ils vont être initiés à la recherche. Donc, c'est vraiment aussi un bel apport à notre équipe. Et bien entendu, nous avons de précieux partenaires. Donc, vous allez voir dans les différents projets, là, on va mettre en valeur leurs différentes contributions. Alors, maintenant, on voudrait vous poser une petite question. Donc, je vois qu'on est maintenant 52. On aimerait savoir qui vous êtes. Alors, à l'instant, vous allez voir un petit sondage là, qui va vous surprendre sur votre écran. Donc, on vous demanderait de répondre aux différentes questions et on va pouvoir vous révéler les résultats à l'instant. Les résultats rentrent. Je vais laisser rentrer un peu. 34 participants, 37. Bon, là, Marie et moi, on répond. On est rendu à 90 %. Là, je vais mettre fin. On va partager les résultats. Bon, ben, c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a beaucoup d'étudiants, c'est normal. Tous les étudiants qui présentent aujourd'hui sont présents. Ensuite, donc, des intervenants d'organismes communautaires aussi sont fortement représentés, chercheurs, gestionnaires, intervenants de réseaux publics. Donc, bienvenue à tout le monde, aussi proches de personnes présentant un TSA ou une DI. Oups. Donc, bienvenue tout le monde. Oups. Moi, je le vois encore, le sondage. Tu le vois encore? Ah non, c'est bon, je l'ai fermé. Pardon. Alors, c'est maintenant l'heure du lancement du site Internet Communauté inclusive. Alors, j'ai voulu mettre un petit effet. Donc, c'est l'adresse à retenir. Là, quand vous ne savez pas quoi faire le samedi soir, vous allez sur www.communautéinclusive.com puis vous pouvez découvrir toutes les choses palpitantes qu'on essaie de faire pour propulser des communautés inclusives. Alors, je vous amène tranquillement là, dans le site. Alors ici, c'est la page d'accueil, finalement, communautéinclusive.com. Donc, si vous descendez, vous allez en apprendre un peu plus sur le laboratoire qui est impliqué, tout ça. Ensuite, vous pouvez cliquer ici là, sur « Principaux projets », puis vous arrivez à cette page-là qui vous parle un peu des projets qu'on va vous présenter, Élise et moi, dans les prochaines minutes. Donc, selon les thèmes qui vous intéressent, vous cliquez sur le projet qui vous intéresse davantage. Alors là, on va sur la page du projet en cliquant. Par exemple, ici, on est dans la page sur l'inclusion sportive. Donc, vous pouvez en apprendre un peu. C'est quoi ce projet-là? C'était quoi les objectifs du projet? Qu'est-ce qui a été fait? Donc, vraiment une idée générale du projet. Ensuite, vous pouvez voir qui a été impliqué, qui a été financé, qui a financé ce projet-là, pardon, qui ont été les partenaires. Puis, c'est à cet endroit-là aussi qu'on dépose les différentes ressources qu'on développe dans le cadre des projets. Donc, pour en savoir plus, bien là, on dépose les ressources qui sont développées parce qu'on essaie le plus possible, puis je vous dirais aussi de plus en plus, de développer des outils concrets à la suite des projets de recherche. Donc, ici, par exemple, on a un guide pour la mise en place de stratégies d'inclusion par le sport qui est disponible gratuitement si vous cliquez. Il est là en français, il est là en anglais. Il y a une petite capsule qui le présente. Il y a un webinaire qui est disponible, qui avait été organisé par l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Donc, si vous cliquez, vous avez accès au webinaire. Puis, il y a aussi des capsules vidéo. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources qu'on a déposées sur le site. Puis, selon les projets, il y en a qui en ont moins pour l'instant, mais qu'on va poursuivre le développement puis qu'on va en déposer de plus en plus. Alors, ici, c'est les publications longues liées au projet. Donc, pour en savoir plus, finalement, vous allez sur le site et vous vous amusez à fouiller puis à découvrir les ressources qu'on y a déposées.
Ensuite, on arrive à la page des étudiants. Donc ici, vous avez cliqué projet étudiant, vous arrivez, puis là, vous voyez toutes leurs belles binettes des étudiants qui ont développé leur page aussi. Donc, une place pour parler de leur projet, puis pour partager les ressources qu'ils ont développées, partager les chapitres, les articles qu'ils ont écrits également. Donc, par exemple, on prend la page de Myriam Chrétien-Vincent qui est avec nous depuis le début du laboratoire. Bien, vous en apprenez un petit peu plus sur son parcours. Ensuite, vous avez un lien pour la contacter, donc pour avoir son courriel. Vous pouvez aussi avoir ses ressources. Donc, les capsules de 3 minutes, là, les projets en 3 minutes vont être déposés ici. On va mettre les liens à la suite des présentations aujourd'hui sur la page des étudiants. Puis ici, Myriam, il y avait des capsules qu'elle avait développées dans le cadre de son projet qui sont aussi accessibles gratuitement sur le site. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Donc, chacun a mis des ressources sur le site, a parlé un peu de son parcours. Alors, on est très content de lancer le site Web aujourd'hui. Donc, je voudrais quand même souligner que, je vais le refaire réapparaître, je suis désolée, que le site Web a été conçu et réalisé par la firme Atemi qui nous a accompagnés dans ce projet-là, puis on était très, très heureux et contents du résultat. Excellent. Donc, juste, j'ai aussi mis dans la section clavardage le site. C'est communauté avec un S, donc communauté inclusive, étant donné que c'est au pluriel. Donc, des fois, on peut faire des erreurs en le tapant, donc juste pour que tout le monde puisse l'avoir. Ensuite, maintenant, on va vous présenter quelques projets du laboratoire communauté inclusive qui ont été menés dans les 5 dernières années. Puis, comme on voudrait que l'événement soit relativement court puis dynamique, on vous invite à poser les questions dans le clavardage, puis on va pouvoir faire une sélection des questions puis y répondre une fois qu'on va avoir parlé là, des 5 différents projets principaux. Donc, n'hésitez pas, là, on va les prendre en note, là, vos questions là, dans la section clavardage ou chat, selon votre version de Zoom. Alors, le premier projet dont on voulait vous parler, c'est le projet Oasis Plus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Oasis Plus? C'est un programme qui a été développé, co-développé avec des partenaires communautaires et le CIUS de la capitale nationale et notre laboratoire de recherche, bien sûr. Donc, on voulait répondre à un besoin récurrent qui est exprimé par des parents vivant avec un enfant présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme dans la région de Québec, mais dans l'intention aussi de développer un programme qui pourrait s'implanter dans d'autres régions du Québec et peut-être même ailleurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer un programme visant à offrir des services de gardiennage, d'assistance et de répit qui seraient offerts par des étudiants formés, donc des étudiants qui ont été recrutés à l'Université Laval là, dans les programmes de travail social et d'ergothérapie. Donc, comme je le disais, là, le programme a été développé par différents partenaires. Vous les avez ici, je trouve c'est important de les nommer. Donc, il y a l'Association pour l'intégration sociale de Québec, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03, le Centre de parrainage civique de Québec, Autisme Québec, le CIUS de la capitale nationale et aussi à la première phase du projet, il y a l'organisme CapVie qui s'est investi aussi dans le développement du programme Oasis Plus. Donc, ce que nous avons fait lorsque le programme a été créé, c'est que nous l'avons implanté. Donc, on a pu mesurer les effets de l'expérimentation du programme qui a été offert à 17 parents, donc par 10 étudiants formés à l'Université Laval. Donc, on a pu faire l'expérimentation en septembre 2020. Donc, on a débuté en septembre 2020 et on a terminé juste avant la pandémie en mars 2021. Donc, ces démarches-là nous ont permis aussi de documenter les étapes de la démarche. Donc, on a un article scientifique qui a été soumis cette semaine, d'ailleurs, donc où est-ce qu'on documente les forces et les défis. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir favoriser une implantation à long terme. Donc, on a la chance de pouvoir collaborer avec l'Association pour l'intégration sociale de Québec qui croit beaucoup au projet, qui va collaborer avec les différents partenaires aussi pour vraiment implanter ce programme-là, Oasis Plus, à travers leur offre de services. Donc, c'est un bel organisme de Québec. Je vous encourage à aller voir leur site Internet. Donc, Marie et moi, comme on disait tout à l'heure, on veut aussi implanter des stratégies de façon élargie. Donc, ce qu'on a fait dans cette intention-là, c'est qu'on a développé un guide d'implantation.
Donc, c'est des organismes de d'autres régions ou de d'autres milieux en francophonie, puisque le guide est en français, là, qui souhaiteraient justement s'inspirer d'Oasis et de l'implanter. On a un guide d'implantation avec beaucoup d'outils qui sont offerts. Vous pouvez le consulter sur notre site web avec le projet Oasis+. Et ensuite, on a développé une formation pour les étudiants, donc un cahier du participant. Puis dans le cahier du participant, on retrouve une foule de vidéos sur la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme, sur l'intervention auprès des familles, le soutien aux familles. Puis on a développé des capsules narrées. Puis aussi, il y a des témoignages d'étudiants et de parents qui ont participé à la première implantation d'Oasis+ dans la région de Québec. Donc, en bas, vous avez aussi les partenaires financiers là, qui nous ont soutenus dans le développement de ce projet de recherche. Voilà pour le projet Oasis+. Maintenant, un autre projet dont on voulait vous parler, c'est le programme MASSI. Donc, MASSI, c'est un acronyme qui veut dire Mentorat actif en soutien à l'inclusion sociale. C'est un projet qui se développe en partenariat avec le Centre de parrainage civique de Québec. Donc, la finalité est vraiment de favoriser l'enrichissement du réseau social de personnes aînées présentant une déficience intellectuelle. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'aller dans différents milieux pour les aînés, les personnes vieillissantes, où est-ce qu'il y a des activités de loisirs et de bénévolat, pour pouvoir former dans ces milieux-là des mentors. Puis, les mentors favoriseraient la participation d'une personne aînée présentant une déficience intellectuelle à l'activité ciblée. Donc, ça, c'est un peu l'idée du programme MASSI qui s'inspire d'une stratégie qui a été implantée en Australie pour favoriser le départ graduel vers une retraite active. Donc, nous, on souhaite l'implanter à Québec, puis dans la province de Québec, pas nécessairement pour les gens qui travaillent et qui se dirigent vers une retraite, mais pour favoriser, pour prévenir plutôt l'effritement du réseau social de personnes aînées présentant une déficience intellectuelle. Donc, on souhaiterait pouvoir l'ouvrir, par exemple, aux personnes de 40 ans et plus. Donc, c'est une recherche participative qui se réalise en partenariat, je le disais tout à l'heure, avec le Centre de parrainage civique de Québec. Et puis, pour le moment, on est à développer un guide d'implantation. Le développement est presque terminé. Et là, ce qui s'en vient, on a fait une demande de subvention pour développer un portail web ou pour agrémenter notre site web pour développer différents outils pour favoriser une implantation dans différentes organisations de parrainage civique à travers le Québec avec la collaboration du regroupement des organismes de parrainage civique du Québec. Donc, on prévoit, en tout cas, on est bien confiant qu'on va obtenir un financement pour soutenir cette implantation aussi. Donc, il y aura une autre demande de subvention qui sera faite. Donc, pour l'instant, ce qui peut être retrouvé sur le site Internet, c'est une synthèse des étapes de l'implantation. Donc, on s'inspire, comme je le disais tout à l'heure, de la stratégie développée en Australie, mais on l'a un peu adapté à ce qu'on avait envie d'implanter justement au Québec. Puis, comme je le disais tout à l'heure, le guide de mise en place, là, dès qu'il va être prêt, il va être déposé sur notre fabuleux site Web. Donc, vous avez encore une fois le site Web en bas, puis les partenaires financiers qui nous ont appuyés dans notre démarche qui est fort pertinente. Voilà. Merci, Élise. Alors maintenant, moi, je vais vous parler du projet Inclusion sportive. C'est un projet qui avait été réalisé en collaboration avec Olympiques spéciaux Québec principalement, qui visait à identifier des stratégies pour optimiser l'effet des activités physiques et sportives sur l'inclusion sociale des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là, c'est qu'on a commencé par faire une recension des écrits. Par la suite, on a fait des groupes de discussion. Donc, on en a fait 2 dans la ville de Québec, puis 2 au Saguenay. Alors, on a rencontré des sportifs, des entraîneurs, des coordonnateurs d'activités sportives, puis qui venaient tant du milieu régulier, donc destiné à la population générale, que du milieu spécialisé, par exemple, avec Olympiques spéciaux ou Adaptavie, des organismes qui sont vraiment spécialisés en offre d'activités sportives pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Puis, on leur a demandé qu'est-ce que vous pensez des stratégies qu'on a identifiées dans la littérature, c'est quoi les avantages que vous voyez, les désavantages, comment on pourrait implanter ça au Québec, vous pensez. Puis, donc, par la suite, on est allé faire un sondage à l'échelle de la province de Québec pour voir ce que la population sportive québécoise pensait des stratégies qu'on avait identifiées pour voir lesquelles devraient être priorisées dans les prochaines années au Québec.
Donc, les stratégies, vous les voyez ici là, sur le guide. Il y a entre autres le développement d'activités sportives unifiées dans lequel il y a la moitié des sportifs qui présentent une déficience intellectuelle, l'autre moitié n'en a pas. Mais il y a aussi des activités de sensibilisation, des formations aux entraîneurs, du soutien entre les pairs. Donc, on a identifié 7 stratégies prometteuses pour venir favoriser l'inclusion sociale. Donc, on a le guide qui est développé. Si vous voulez en savoir plus, il est disponible sur le site Internet. Puis on a aussi ici des capsules vidéo qui sont sur notre chaîne YouTube qui présentent finalement comment on peut créer un climat plus favorable à l'inclusion quand on accueille un sportif qui a une déficience intellectuelle dans un groupe, ou aussi comment rendre vos consignes plus efficaces comme entraîneur. Donc, on a essayé de créer des petits outils très concrets là, pour poursuivre là, le développement de communautés plus inclusives grâce au sport. L'autre projet dont je vais vous parler, c'est le projet pour des écoles inclusives. Celui-ci visait à développer une nouvelle manière d'intervenir en ergothérapie pour soutenir la participation des élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme à l'école. Donc, pour y arriver, on a débuté en faisant des groupes de discussion avec des ergothérapeutes et différents intervenants scolaires. Donc, on avait des enseignants titulaires, mais aussi des enseignants spécialistes comme un enseignant en musique, en éducation physique, puis des éducateurs de services de garde, éducateurs spécialisés en soutien à l'inclusion des élèves qui présentaient un TSA. Puis on leur demandait, c'est quoi vos principales préoccupations dans une journée typique sur la participation des élèves qui présentent un TSA dans les activités de l'école. Donc, c'est peut-être pas juste dans la classe, ça peut être aussi à l'extérieur de la classe. Donc, on voulait voir c'est quoi les préoccupations de ces intervenants-là, puis ensuite, comment on pouvait venir les aider. C'est quoi les pistes pour que l'ergothérapeute puisse venir en soutien finalement à l'équipe école pour les accompagner à favoriser la participation des élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Par la suite, à partir de ces résultats-là, il y a Émilie Rajot, que vous allez rencontrer tout à l'heure dans sa capsule de 3 minutes, qui a fait son projet de maîtrise pour venir développer l'intervention et la mettre en place dans une première école, donc dans le cadre d'un projet pilote. Et s'est questionné, entre autres, c'est quoi une école inclusive des élèves qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, puis quelles modalités on pourrait utiliser comme ergothérapeute pour venir soutenir une équipe d'intervenants scolaires à favoriser la participation des élèves qui présentent un TSA. Donc, je ne vendrai pas davantage de punch. Je vais laisser le plaisir à Émilie de présenter davantage ces travaux-là. Puis, je conclurai en disant que à ce qui s'en vient, c'est qu'il y a une formation continue qui est prévue à l'Université de Montréal à l'automne prochain, qui s'adresse aux ergothérapeutes, aux orthophonistes et aux enseignants pour finalement favoriser l'inclusion des élèves présentant un TSA à l'école. Puis, ce qui nous reste à faire plus dans le projet de recherche, c'est vraiment de venir évaluer les retombées. On a commencé à le faire dans le cadre du projet pilote d'Émilie, mais malheureusement, la COVID est arrivée et les écoles ont fermé. C'était au printemps l'année passée. Et c'est sûr qu'il nous reste du travail à faire pour évaluer les retombées, mais ce qu'on a jusqu'à maintenant nous montre que c'est prometteur puis apprécié des intervenants. Le dernier projet dont on va vous parler avant de laisser la place aux étudiants, c'est le projet Force, c'est le petit dernier. C'est un projet qu'on fait en collaboration, même en partenariat étroit avec la Clinique d'ergothérapie sociale de Québec, dont Cynthia Fauteux, et l'Association pour l'intégration sociale de Québec, plus particulièrement Julie Bergeron, dans lequel on s'intéresse au renforcement des capacités des familles dont un enfant présente des besoins particuliers. Donc ici, ça peut être des besoins qui sont liés à une déficience intellectuelle, à un trouble du spectre de l'autisme, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi un enfant qui a un autre type de diagnostic ou qui n'a pas de diagnostic, mais qui a des besoins, puis que les parents aimeraient avoir de l'aide finalement pour soutenir la participation de cet enfant-là dans la vie de tous les jours. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut co-développer et évaluer une offre de services en ergothérapie sociale qui permet de venir outiller ces parents-là à aider leur enfant, mais sans les surcharger. Parce qu'on entend souvent, les programmes d'activité, on va leur donner des activités à faire dans le quotidien, on va les coacher, on va leur donner du soutien, mais tout ça, ça fait courir, veut pas les parents un peu partout, à un rendez-vous à la clinique en plein milieu de la journée pour venir pratiquer quelque chose. Après ça, le soir, 20 minutes par jour, faire l'activité. Donc, on se questionne comment on pourrait le faire, comment on pourrait venir renforcer les capacités sans pour autant mettre à l'épreuve l'équilibre de la famille.
Donc, il y a des forums virtuels qui vont avoir lieu dans la semaine du 7 juin. Là, on a déjà terminé le recrutement. Il y a beaucoup de monde qui se sont montrés intéressants. On est très heureux, tant des ergothérapeutes que des parents qui vont travailler ensemble pour essayer de bâtir des offres de services de rêve, finalement, qui permettent d'outiller les familles sans les surcharger. Par la suite, on va travailler avec la clinique d'ergothérapie sociale pour co-développer avec eux, à partir des résultats des forums, entre autres, une offre de services qu'ils vont mettre en œuvre à la clinique auprès de 10 familles, puis qu'on va accompagner pour évaluer cette mise en œuvre-là par la suite. Donc, c'est un projet qui est à ses débuts, mais qu'on est très content quand même de vous donner un petit aperçu aujourd'hui. Alors, c'est déjà ce qui conclut la présentation d'Élise et moi là, sur les principaux projets du laboratoire communauté inclusive. Donc, moi, je vais arrêter mon partage d'écran quelques minutes. Ça marche-tu? Non. Arrêtez. Puis, on serait prêt si jamais vous avez des questions. Je pense que Sarah t'a tenu le fil dans le chat. Ben, dans le fond, on n'a pas plusieurs questions, mais il y a quelqu'un qui nous demande si le projet là, sur les écoles inclusives, ça pourrait aussi inclure les enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Oui, excellente question posée par Marie-Lie. Merci, Marie-Lie. En fait, ce projet-là vise à rendre les écoles inclusives des élèves qui présentent un TSA et de leur père. Finalement, on essaie de trouver des stratégies qui vont pouvoir être faites avec tout le groupe d'enfants pour aider, oui, les élèves TSA, mais aussi aider les autres qui sont avec eux. Puis plusieurs des stratégies qui ont été identifiées, oui, viennent de la littérature au niveau du trouble du spectre de l'autisme, mais si on pense à un exemple très simple, ajouter du support visuel, ça ne nuira pas à personne, puis ça risque de les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc oui, ça peut répondre un peu aussi aux besoins d'élèves qui ont d'autres types de besoins particuliers. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions, questions? On a 2-3 minutes, là. Gênez-vous pas. Puis si vous préférez ouvrir votre caméra, la poser live, on pourrait la prendre, donné qu'on a un peu plus de temps. Bien, il n'y a pas de problème. On peut continuer puis laisser la parole. Il y a Céline. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une petite question par rapport au projet Oasis. Si j'ai bien compris, c'était un projet qui était un projet pilote jusqu'ici. Est-ce qu'on a une date de début d'implantation? Comment est-ce que ça pourrait se passer? En fait, je vois que M. Beaulé est là de la ISC. Je ne sais pas si vous voulez répondre, M. Beaulé, pour les suivre. Oui. Bonjour. Merci, Élise. Ça fait plaisir de répondre à cette question-là. Effectivement, nous avons commencé le travail pour implanter le projet. Nous avons déjà deux personnes qu'on a recrutées il y a quelques semaines. Des personnes dénommées Morgane Delmas puis Lisa Marie Asselin, qui toutes les deux avaient collaboré au projet de recherche de près. Une pourrait être dans l'équipe des personnes qui accompagnaient les familles, et puis l'autre pour avoir assisté Fanny dans la coordination du projet. Alors, ces deux personnes-là ont été engagées pour mettre en place le service, le nouveau service. Actuellement, on est dans les premières étapes je dirais, de planification de la démarche. Il est prévu rencontrer les gens du CIUS au cours du mois de juin pour obtenir le financement adéquat. Et si tout se passe comme prévu, normalement, au plus tard, je dirais en janvier 2022, on démarrerait le service. Au plus tôt au cours de l'automne, mais dans ce genre de projet-là, mieux vaut commencer du bon pied et bien organisé que de commencer trop rapidement, puis de façon un peu déstabilisée. Alors, mais tout se place bien. On est bien confiant. L'expérimentation a été concluante et puis on est heureux d'y avoir participé un peu. Puis, pour nous, on a également obtenu l'accord de Autisme Québec
dans le sens que la ISC va desservir les deux clientèles, à la fois les personnes, les familles de personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi ceux qui ont une déficience intellectuelle. Donc, finalement, du côté du CIUS, ben, ils ont collaboré à l'exercice aussi, évidemment. Ils ont hâte que tout ça se concrétise, mais évidemment, il faut respecter toutes les étapes là-dedans de leur côté en termes d'analyse de la demande et puis bon, trouver le financement adéquat. Puis aussi le partenaire, la Fédération des médecins spécialistes du Québec est également intéressé à continuer à nous soutenir à ce niveau-là. Bref, pour nous, on a le vent dans les voiles, c'est correct. Merci beaucoup, M. Beaulé, Ça fait plaisir. pour le supplément d'information. C'est juste des bonnes nouvelles, donc ça fait du bien. Oui, puis félicitations en passant pour votre site. Il est super intéressant. On l'utilise, l'équipe chez nous le regarde. Puis justement, la partie qui concerne Oasis Plus, c'est très bien fait. Alors, c'est très aidant tout ça. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Alors, maintenant, on serait prêt à passer à la prochaine étape. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Donc, maintenant, on vous présente l'activité Mon projet en 3 minutes. Donc, vous allez voir différentes étudiantes qui vont vous parler de leur projet en fonction de où est-ce qu'ils en sont rendus dans l'étape de leur projet de maîtrise ou de doctorat. Donc, par la suite, là, vous allez être actif dans cette période-là. On va vous demander de bien écouter, mais aussi de voter pour votre présentation coup de cœur. Donc, vous allez voter pour une étudiante. À la suite des différentes présentations, on va vous envoyer un lien. Vous allez pouvoir voter, là, il va y avoir la photo puis le nom de la personne. Donc, ça va être facile pour vous de vous y retrouver. Et la grande gagnante va se remporter un prix qu'on pourra dévoiler plus tard. Donc voilà, donc c'est Sarah Martin-Roy, qui est professeure de recherche avec nous, qui va présenter les différents participants. Puis si vous avez des questions, juste à les écrire dans le clavardage en mentionnant à qui s'adresse votre question. Puis après chaque bloc, donc on se rappelle qu'il y a 3 blocs, après chaque bloc, les étudiants vont pouvoir répondre aux différentes questions qui leur seront posées. Donc pour favoriser la gestion des échanges, tout ça, on vous demande d'écrire dans le clavardage, puis nous, on va se prendre des notes, puis on va reposer vos questions aux étudiantes, puis les étudiantes vont pouvoir aussi poser leurs questions. Si jamais votre question n'était pas posée, ne vous en faites pas. Les étudiantes vont aussi présenter leur adresse courriel, donc vous allez pouvoir leur écrire un courriel à la suite de l'activité. Donc, je regarde si j'oublie rien. Ah oui, aussi, on va enregistrer les présentations de 3 minutes, puis les présentations, on va les mettre sur notre site web. Donc, vous allez voir que les étudiantes qui sont supervisées par Marie et moi, ils ont une page sur notre site web. Puis pour toutes les autres qui sont supervisées par d'autres chercheurs qui collaborent avec nous, on va mettre leurs vidéos sur notre page YouTube. Donc, sachez que toutes les vidéos de toutes les étudiantes vont aussi se retrouver sur notre page YouTube. C'est accessible au public. Donc, vous pourrez aller les revisionner si vous souhaitez en savoir plus ou vous remémorer certains aspects de leur projet. Alors, voilà. Donc, Sarah, je te laisserai la parole. Bonjour. Alors, dans le fond, je vais juste préciser que c'est moi qui vais faire le chronométrage des présentations et puis pour les présentatrices, je vais vous avertir 30 secondes avant la fin par le biais du clavardage. Donc, pour le premier bloc de présentation sur les pratiques inclusives auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, la première présentatrice est Amy Coiteux. Donc, Amy, on t'invite à partager ton écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, est-ce que vous voyez mon PowerPoint aussi? Si tu es capable de le mettre en mode présentation, ça serait super. Oui. Donc, je vais commencer. Oui. Il y a 3 ans, alors que je commençais ma maîtrise en travail social, si vous m'aviez dit projet durant une pandémie mondiale, je ne vous aurais probablement pas cru. Au départ, il était prévu de réaliser un projet en mode présentiel dans la région de Québec et de ses environs. Par contre, on comprend que ce qui était prévu au départ, ce n'est pas ce qui s'est passé au final.
Somme toute, il est important de maintenir le projet en place. Ma directrice, Élise Milot, m'a encouragée en ce sens-là. Il est d'autant plus important de le maintenir dans le contexte qu'on connaît. Alors, plutôt de voir cette situation-là comme un obstacle, ben, ça nous a permis de recruter à travers le Québec grâce à un projet qui s'est déroulé dans un format à distance. Donc, une recherche exploratoire auprès de parents d'un enfant qui présente un trouble neurodéveloppemental. Différents écrits à ce sujet démontrent que ces parents représentent une population qui est plus encline à développer du stress parental. Donc, pour répondre à ce besoin-là de composer avec le stress, je me suis intéressée à une approche qui pouvait prendre en compte les besoins singuliers des parents, puis qui s'est déjà avérée adéquate et pertinente là, auprès de différents. Donc, le projet s'est déroulé entre septembre et novembre 2020 auprès de 9 parents provenant de 4 différentes régions. Les participants et les participantes ont été invités à 6 ateliers hebdomadaires d'une durée d'1 heure et demie chacun environ via la plateforme de visioconférence Zoom. Les parents ont pu réaliser des activités formelles et informelles portant sur la pleine conscience et ils ont pu aussi échanger sur leur expérience avec d'autres parents du groupe. Chaque jour, des activités journalières de pleine conscience leur étaient proposées pour qu'ils en fassent la pratique, selon leur disponibilité, bien sûr, et à l'endroit qui leur convenait. Les participants avaient accès à un portail de formation en ligne où ils pouvaient retrouver toutes les informations pertinentes à leur participation. Et il y avait aussi un forum justement qui était disponible là, pour eux, pour échanger en dehors des ateliers là, si ils le jugeaient nécessaire. Projet inclusif, il a permis de réunir des parents qui vivent une réalité similaire en lien avec la parentalité d'un enfant qui présente des besoins particuliers. Puis ça a permis qu'ils puissent échanger là, concernant leur expérience ainsi que les facilitateurs et les obstacles qu'ils ont rencontrés là, dans la pratique de la pleine conscience. Puis le projet a aussi permis de mettre en lumière une approche inclusive misant sur le sentiment de communauté en leur permettant de s'entraider et d'apprendre mutuellement les uns des autres dans une démarche de groupe et dans un environnement sans jugement. Donc, au terme de mes analyses, il est attendu que je puisse déterminer les effets de la pleine conscience sur le stress parental, mieux circonscrire les facteurs qui engendrent ce stress, de documenter les stratégies de coping, ainsi que leurs facilitateurs et leurs obstacles. Donc, je vous invite à rester à l'affût cet automne lorsque je vais finalement faire le dépôt initial de mon projet. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup, Amy. Donc, vous pouvez constater aussi que les étudiantes avaient dans leur défi d'avoir un support visuel d'une diapositive. Donc, ça va être ça aussi pour les 10 autres étudiantes. La deuxième étudiante, c'est Virginie Sirois, qui a enregistré sa présentation parce qu'elle n'était pas certaine de pouvoir être là au moment voulu. Donc, on va vous la présenter à l'instant. Est-ce que tu vois bien, Sarah? C'est bon? Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Sirois, anciennement étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université Laval. Je travaille maintenant au CIUS de la capitale nationale en déficience physique et intellectuelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de maîtrise qui était un groupe éducatif auprès de parents pour prévenir les agressions sexuelles commises envers les personnes présentant une déficience intellectuelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important d'intervenir à ce niveau. En fait, il faut savoir que les personnes présentant une déficience intellectuelle sont plus à risque d'être victimes d'agressions sexuelles. On parle d'un risque qui serait 6 à 7 fois plus élevé que la population générale. Puis, les proches auraient un rôle là, qui serait clé dans la prévention des agressions sexuelles puisqu'ils ont un rôle dans l'apprentissage des normes sexuelles puis dans l'éducation à la sexualité. Par contre, ils ont besoin d'être soutenus en fait là, pour faire la prévention des agressions sexuelles. Donc, mon intervention consistait en un groupe éducatif virtuel de 3 séances de 2 heures avec 4 parents. Différents thèmes ont été abordés, dont à la première rencontre, les agressions sexuelles, les mythes et les réalités qui y sont reliées, puis les définitions qui y sont reliées également. Durant la deuxième rencontre, on a abordé les pratiques et les attitudes éducatives à privilégier dans les milieux de vie. Puis, à la troisième rencontre, on a abordé l'accueil du dévoilement. Donc, quelles attitudes sont aidantes? Quelles sont les ressources d'aide aussi auxquelles on peut se référer? Puis, en fait, là, aussi, comment on peut maintenir l'autodétermination de la personne dans son rétablissement.
Pour ce qui est des résultats, la majorité des participants ont acquis un sentiment de compétence pour prévenir les agressions sexuelles puis réagir adéquatement à une situation de dévoilement, d'agression sexuelle. Donc, en fait, ils ont acquis des connaissances sur la problématique, ils ont aussi une meilleure conscience critique de leurs attitudes éducatives pour prévenir les agressions sexuelles. Donc, ils savent c'est quoi leurs forces puis les éléments qu'ils doivent améliorer ou bonifier. Puis aussi, là, ils connaissent maintenant mieux les ressources de l'environnement, puis l'importance de s'y référer en cas de besoin. Pour terminer, en lien avec les communautés inclusives, je crois que mon projet permet le développement de communautés inclusives puisqu'il permet de mettre en place dans l'environnement de la personne des facteurs de protection qui vont lui permettre de mettre en pratique des habitudes de vie en lien avec les relations interpersonnelles et la sexualité. En fait, en faisant de la prévention dans l'environnement de la personne, les personnes autour de lui vont être plus enclines à accepter qu'ils aient des relations sexuelles, affectives et sociales qui sont positives et saines. Donc, ces personnes-là vont être plus propices là, à justement avoir une vie sociale, affective, sexuelle qui va être satisfaisante pour eux. Je vous remercie puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, on remercie Virginie Sirois pour sa présentation. Donc, maintenant, la troisième présentation du premier bloc, c'est Sarah Pellerin. Donc, on invite Sarah à s'installer pour débuter sa présentation. Donc, bonjour à tous. Peut-être êtes-vous comme moi et êtes-vous une personne d'équipe. Seul, on va plus vite, mais en bénéficiant de l'expertise de tous, on va plus loin. Dans cet ordre d'idée, l'utilisation d'une communauté de pratique, une modalité de développement professionnel, est considérée comme une option intéressante pour améliorer les pratiques des intervenants qui cherchent à soutenir le développement de l'autodétermination des personnes autistes ou qui présentent une DI. Vous saviez que l'autodétermination est la dimension de la qualité de vie la moins développée chez cette population? Elle est pourtant corrélée positivement à l'inclusion sociale. Vous êtes sûrement d'accord avec moi, il faut s'y attarder. Mais qu'est-ce qu'une communauté de pratique, me direz-vous? Suspense pédagogique. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent autour d'un intérêt commun afin de partager et d'apprendre les uns des autres. Ils parlent le même langage professionnel et déterminent ensemble un but à atteindre. Les participants de la communauté de pratique veulent partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils et des meilleures pratiques. Jusqu'à maintenant, il y a peu d'études qui se sont attardées à la compréhension de l'engagement mutuel, une dimension essentielle à l'établissement d'une communauté de pratique. L'engagement mutuel permet aux membres de partager leur expertise entre eux et d'apprendre les uns des autres. Pas d'engagement, pas de communauté de pratique, c'est central. À partir d'une étude de cas que j'ai faite dans le cadre de ma maîtrise en psychoéducation, j'ai exploré la perception de l'engagement mutuel des 11 participants d'une communauté de pratique qui portait sur l'autodétermination des personnes autistes qui présentent une DI et j'ai réalisé des entretiens de recherche semi-structurés auprès d'eux. L'analyse des thèmes a mis en lumière l'importance d'animer la communauté de pratique de façon à favoriser l'émergence des dynamiques d'aide mutuelle en tenant compte du stade de développement de la communauté. Ainsi, quand on veut mettre en place une communauté de pratique et qu'on veut favoriser l'engagement entre les membres, on a tout intérêt à faire circuler l'information. Il faut que les membres sentent qu'ils ont des points en commun, qu'ils sont dans le même bateau. Il faut également qu'ils sentent qu'ils vont bénéficier de l'expertise des autres. En installant ce climat de confiance, les membres seront plus à l'aise de faire des demandes au groupe et de définir un objectif de travail et une entreprise commune. Une fois l'objectif négocié et que les membres s'affairent à l'atteindre, avoir un espace pour discuter de sujets tabous, pour confronter des idées, pour résoudre des problèmes et réaliser des tâches qu'ils n'auraient pas fait seuls, c'est une condition qui peut favoriser l'engagement mutuel. Et finalement, offrir un soutien émotionnel quand la pression sur la communauté de pratique et sur ses travaux devient grande, quand les membres se remettent en question, c'est une autre avenue à considérer pour. M'excuse, c'est de ma faute. J'ai voulu admettre quelqu'un, puis ça a désactivé son micro. Je m'excuse, Sarah, on va te laisser le délai supplémentaire. Et là, je ne sais pas trop à partir de quand, là. Et finalement, je vais finir un petit peu, mais finalement, offrir un soutien émotionnel quand la pression sur la communauté de pratique et de ses travaux devient grande et que les membres se remettent en question, c'est également une avenue qui est à considérer pour favoriser l'engagement mutuel.
Mettre en place des communautés de pratique dynamiques, fonctionnelles et efficientes qui s'intéressent à l'autodétermination dans une ère de changement du réseau de la santé et des services sociaux, ça permet de développer des pratiques qui se répercutent positivement sur les populations accompagnées. Mettons nos expertises ensemble et propulsons des communautés inclusives. Merci beaucoup, Sarah, pour ta présentation puis ton adaptation là, aux petites difficultés techniques, mais bon, tu es rentrée dans le temps de toute façon, donc bravo. La prochaine étudiante qui va présenter, c'est Lauriane Ouellette. Lauriane, je t'invite à partager ton écran. Oui, donc, bonjour, je m'appelle Lauriane Ouellette, je suis ergothérapeute auprès des communautés Inuit du Nunavik. Je suis également étudiante à la maîtrise en santé publique à l'Université Laval et c'est de mon projet de maîtrise que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, commençons avec une petite mise en contexte. En 2017, j'ai débuté ma pratique nordique. Le 10 septembre exactement, je débarquais de l'avion, prête à aider et à mettre à profit mon bagage de connaissances. Par contre, rapidement, je me suis frappée à un mur. Lequel nous y reviendrons plus tard. Globalement, les enfants autochtones sont en moins bonne santé que les autres enfants canadiens. Ils sont également plus à risque de présenter des retards de développement. Ces iniquités de santé-là ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont plutôt liées au contexte dans lequel vivent ces jeunes enfants et leurs familles, ainsi qu'aux systèmes de santé qui leur sont offerts. Toutefois, comme les enfants sont l'avenir d'une société, s'impliquer dans le développement des enfants autochtones, c'est investir dans le futur d'un individu, mais également dans celui des générations futures. L'accès à des ressources et à des services de qualité pendant la petite enfance a donc des implications considérables à plusieurs niveaux. Ainsi, miser sur les programmes de soins et de développement des jeunes enfants autochtones devient une évidence afin d'améliorer la santé et le bien-être des communautés autochtones à long terme. Mais revenons à la jeune professionnelle devant son mur en 2017. J'avais tellement de bonne volonté, mais mes outils et mes connaissances n'étaient simplement pas taillés à l'image des visions et des conceptions inuites. Difficile alors de bâtir un programme pertinent et utile. Après un peu de recherche, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas la seule devant cette impasse. Au cours des dernières années, plusieurs auteurs et rapports gouvernementaux se sont également penchés sur cette question-là. La solution, selon eux, développer des programmes en collaboration avec les familles et les collectivités autochtones de manière à adapter celles-ci à leur culture, leurs besoins et leurs réalités. Dans cette optique, les approches communautaires visant à soutenir le développement de l'enfant créées en partenariat avec les communautés inuites constituent donc une voie prometteuse. Même si ces approches demeurent encore peu présentes au Nunavik, je crois qu'il est crucial de mettre en lumière celles qui sont jugées prometteuses, ainsi que de faciliter l'accès à ces ressources pour toutes les familles, incluant celles dont un enfant présente des besoins particuliers. Cela résume donc mon projet, duquel nous tenterons de faire émerger des recommandations cohérentes avec les valeurs, la culture et les aspirations des familles. Par le fait même, nous espérons renforcer les capacités des communautés inuites en ce qui a trait au développement de l'enfant. Au final, ce seront ces piliers qui soutiendront le développement du plein potentiel et la participation sociale de tous les enfants inuits, dont ceux présentant des besoins particuliers. Tout cela permettra donc de paver la route vers des communautés inuites plus inclusives. Alors voilà, merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Lauriane, pour ta présentation. Dans le fond, je pense qu'on est rendu à la pause. Élise, Marie, est-ce que c'est ça? On avait des petites questions avant la pause, oui, des petites réactions, puis après ça, on va être à la pause. Okay, super. Alors, si vous en avez des questions, là, on vous invite à les écrire dans le clavardage. Nous, on en a déjà, de toute façon, pour les présentatrices. Élise, je crois que tu voulais partager quelque chose pour Oui, Virginie. en fait, il y a quelqu'un qui m'écrit en privé, puis je voulais parler du projet de Virginie, là, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'elle travaille à temps plein, mais en fait, à moins que je me trompe, parce qu'elle va peut-être se joindre à nous, puis je ne la vois pas, mais non, OK, je pense qu'elle n'est pas là. Virginie, dans le cadre de son projet, a développé beaucoup d'outils, justement, pour
outiller les parents là, à l'égard des violences sexuelles. C'est des outils qui ont été partagés avec l'Association pour l'intégration sociale de Québec, puis avec Via Secours aussi, des organismes avec lesquels elle a collaboré. Mais on va les mettre aussi sur notre site web, sur le site là, de la page de Virginie au courant de l'été. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous avez envie de faire partager ces outils-là, vous pourrez le faire là, à partir de cet été. Avec l'accord de Virginie, bien sûr. Là, je suis sûre qu'elle va dire oui. Là, donc, ça va être à venir là, bientôt. Marie, tu l'as-tu? Oui, je vais y aller. Il y a une question de Claude Vincent à Lauriane. Donc, Lauriane, comment faites-vous pour la langue avec les personnes inuites? C'est une bonne question. En fait, les enfants inuits apprennent l'anglais et le français autour de 8-9 ans, en fait, quand ils sont rendus en 3e année ou 4e année. Donc, avant ça, c'est via des interprètes ou simplement les parents qui vont traduire pour nous. Donc, on comprend que c'est pas optimal. Donc, comme on n'a pas accès directement à l'enfant en français ou en anglais. Donc, de là, la pertinence là, de soutenir le plus possible les communautés pour que les professionnels là, puissent plus agir à titre de guide ou de consultant, si on veut, puis que ce soit vraiment les intervenants de la communauté, les Inuits eux-mêmes là, qui interagissent directement auprès des enfants. Merci, Lauriane. Moi, j'aurais une question pour Sarah. Sarah, est-ce que c'est possible de nous parler comment ça se passe, une séance type dans la communauté de pratique, là? Comment on fait ça? Bien, en fait, hein, les communautés de pratique ont un fonctionnement très autodéterminé. Donc, à la base, c'est très difficile de prévoir à l'avance qu'est-ce qui va se discuter hein, autour du sujet donné, que dans notre cas, c'était l'autodétermination. Donc, vraiment, là, on part des intérêts des personnes. Dans le cas de notre communauté de pratique, les gens ont apporté des études de cas, en fait, où ils se sont butés à des difficultés ou ils ont eu également des belles réalisations pour soutenir l'autodétermination des personnes. Et ensuite, on discutait ensemble qu'est-ce qui était dans l'univers des possibles, dans chacune des différentes réalités des personnes. Et puis, finalement, on a négocié un but ensemble qui était de faire une trousse où chacun allait déposer des outils qu'ils utilisaient régulièrement, des meilleures pratiques qu'ils avaient mis en place. Donc, nous sommes présentement avec, je pense que Martin est parmi nous également, là, mais en train de développer cette trousse-là qu'on espère pouvoir diffuser aux personnes pour soutenir et changer des pratiques en soutien à l'autodétermination des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Merci, excellente réponse hein, pour le thème de l'autodétermination. Quoi de mieux que de laisser les participants diriger davantage le fonctionnement et les objectifs. Merci beaucoup. Peut-être une dernière petite question pour Rémi. Tu nous as parlé là, que tu allais étudier l'effet de la pleine conscience au niveau du stress parental. Est-ce qu'il y a des principaux résultats préliminaires que tu pourrais nous partager? Là? Qu'est-ce que ça a donné finalement ton intervention avec? Bien, jusqu'à présent, c'est certain, les questionnaires qui ont été remplis par les parents, puis aussi en fonction de qu'est-ce qui nous avait nommé dans les ateliers, c'est que oui, ça avait eu quand même un impact là, sur le stress de ces parents-là. Ça laisse présager aussi que le stress diminue, qu'ils soient en mesure justement d'avoir des stratégies qui soient adéquates pour faire face au stress. Puis aussi, que qui changeait beaucoup, c'était la force du groupe qui avait été très, très aidant pour ces parents-là. Se sont pas sentis jugés. Bien que les enfants puissent avoir différents diagnostics, ils se ressemblaient tous au niveau du stress qu'ils présentaient là, avant les ateliers. Donc, c'est quelque chose qui a été apprécié, là, justement, ce terrain-là neutre où ils pouvaient échanger sans jugement, puis dans l'accueil de ce que les autres partageaient aussi, là. Merci beaucoup, fort prometteur. Donc, on a une question qui s'est rajoutée dans le clavardage pour Lauriane. Est-ce que ton projet peut être transféré à une autre communauté autochtone? Une autre très bonne question. En fait, je pense que l'idée principale là, de
de renforcer les communautés Inuit ou autochtones, je pense que ça peut très bien s'appliquer à toutes les communautés. Par contre, moi, dans mon projet, je vais m'intéresser spécifiquement aux besoins des familles Inuit de la Côte-du-Son du Nunavik. Donc, les besoins sont fortement influencés par la réalité, le contexte géographique aussi de cette région-là. Donc, j'imagine qu'on pourrait s'en inspirer dans d'autres communautés, mais que pour que ces recommandations-là puissent être transférées, il faudrait vraiment qu'ils soient adaptés aux réalités de la communauté en question, aussi en raison des questions culturelles là, qui font en sorte que c'est ça, chaque communauté possède des besoins et des réalités qui sont complètement différentes les unes des autres. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on est prêt pour une mini-pause? Parfait. Donc, on va revenir. Là, je vois midi 24. Est-ce que midi 34 pour revenir, est-ce que ça fait du sens pour vous? Pour partir, il va nous rester 2 blocs de présentation des étudiants. Donc, pendant la pause, là, je vous invite à fermer votre caméra, vous dégourdir un peu, aller prendre une bouffée d'air, puis ne pas oublier de revenir, évidemment, là, pour écouter toutes les autres présentations qui s'en viennent. Alors, on vous remercie, puis il était 25. On va revenir on va vous revenir. Alors, je passe la parole à Sarah. Donc, rebonjour. Alors, pour le bloc 2, les projets vont porter sur l'inclusion des personnes vieillissantes présentant une déficience intellectuelle. Alors, la première présentatrice est Romane Couvrette. Romane est avec nous aujourd'hui, mais étant donné que sa connexion Internet est un peu pas toujours bonne, elle a préparé un enregistrement là, de sa présentation. Donc, je vais laisser Élise la diffuser. Bonjour tout le monde, je m'appelle Romane Couvrette et je suis doctorante en travail social à l'Université Laval sous la direction d'Élise Milo. Avez-vous déjà senti que votre peine avait une date d'expiration, ressenti une pression à aller mieux ou encore à sourire pour vos proches? C'est le cas d'une personne aînée ayant une déficience intellectuelle que j'ai rencontrée, qui après le décès de son parent s'est fait dire de garder son beau sourire lorsqu'elle souhaitait discuter de sa peine avec ses proches. Ce serait aussi le cas de plusieurs personnes âgées qui ont une déficience intellectuelle lorsqu'elles vivent un processus de deuil. La recherche a démontré que ces personnes peuvent vivre un deuil non reconnu, c'est-à-dire un deuil qui découle d'une perte qui ne peut pas être ouvertement reconnue, socialement validée ou encore publiquement affichée. Concrètement, le deuil non reconnu des personnes qui ont une déficience intellectuelle est alimenté par la difficulté de reconnaître la souffrance associée à la perte d'un être cher, le manque de soutien nécessaire lors de cette expérience difficile et le maintien de fausses croyances sur leur compréhension de la mort et leur capacité à saisir la complexité émotionnelle qui entoure le deuil. Parce qu'on croit qu'elles ne sont pas en mesure de comprendre la situation ou par souci simplement de les épargner d'un processus éprouvant, les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent être exclues des décisions qui entourent le deuil d'un proche, ainsi que les rituels de deuil comme les funérailles. Ce serait même un tiers d'entre elles qui seraient tenues à l'écart des rites funéraires malgré leur volonté d'y participer. Parallèlement, les adultes endeuillés qui ont une déficience intellectuelle auraient aussi tendance à éviter toutes les discussions entourant la mort avec leur entourage par peur de susciter un malaise ou des inquiétudes. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à l'expérience de deuil non reconnue chez ces aînés? D'abord, comme leur espérance de vie a grandement augmenté dans les dernières décennies, elles sont davantage à risque de vivre le deuil d'un parent, d'un collègue de travail ou encore d'un partenaire de vie, tout comme nous tous d'ailleurs. Ensuite, le silence qui entoure souvent le deuil peut se révéler particulièrement anxiogène pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ce qui peut engendrer l'apparition de comportements particuliers comme de l'irritabilité ou des sautes d'humeur. Puis une interprétation erronée de tel comportement peut amener les personnes qui ont une déficience intellectuelle à s'isoler davantage puis à vivre une plus grande détresse émotionnelle, ce qui augmente de ce fait le besoin de soutien spécialisé. Finalement, s'intéresser au deuil non reconnu de ces personnes permet de mettre en lumière les constructions sociales et culturelles qui régissent l'expérience du deuil pour tout le monde. Ce seraient donc les normes sociales qui déterminent pour qui est-ce qu'on peut être en deuil, comment et pour combien de temps. Ce que la recherche ne nous dit pas encore, c'est comment les aînés qui ont une déficience intellectuelle au Québec vivent l'expérience du deuil et comment leur expérience est influencée par ces normes sociales. C'est ce que mon projet de thèse doctorale vise à explorer à l'aide d'une méthode de recherche participative.
Le tout servira à proposer des pistes d'accompagnement pour favoriser la reconnaissance du deuil des aînés qui ont une déficience intellectuelle, ainsi que la mise en place d'espaces où l'expérience émotionnelle de tous est reconnue et validée. Un effort qui est essentiel pour le développement de communautés inclusives de chaque personne et ce, à tous les stades de la vie. Merci. Alors, merci beaucoup, Romane. Donc, comme Romane est parmi nous, si jamais il y a des questions, elle va pouvoir également y répondre en direct. Donc, on passerait dès maintenant à la prochaine présentatrice. Donc, c'est Fanny Leblanc. Fanny, si tu veux nous partager ton écran. Oui. Ça fonctionne? Oui. Parfait. Quand tu es prête. Okay. Bonjour tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé où habitent les PADI, soit les personnes aînées présentant une déficience intellectuelle? En fait, c'est une information très difficile à trouver car jusqu'à tout récemment, elles étaient rares. Depuis 1930, de combien d'années croyez-vous que l'espérance de vie des personnes aînées présentant une DI a augmenté? Elle a augmenté de 50 ans. C'est vraiment énorme. Ainsi, contrairement à ce qui a été observé jusqu'à maintenant, les personnes présentant une DI survivent à leurs parents et elles ne peuvent plus habiter le domicile familial toute leur vie. Alors, où habitent-elles? Est-ce que ces milieux de vie sont adaptés à leurs besoins? Répondent-ils à leurs attentes? Ce sont autant de questions auxquelles j'ai tenté de répondre lors de la réalisation de mon mémoire en travail social. Pour ce faire, j'ai consulté des écrits sur l'habitation pour les PADI. Ensuite, j'en ai interrogé 10 qui habitent Québec pour connaître leur perception de l'offre résidentielle s'offrant à elles. Au terme de mon analyse de ces différentes données, j'en suis venue à mettre en évidence des constats et par la suite à faire 2 recommandations. Donc, les principaux constats. Il semble que plusieurs familles n'ont pas de plan concernant le futur de leur adulte présentant une déficience intellectuelle, alors aucune disposition n'est établie pour prévoir ce qui se passera après la mort des parents. Donc, il n'y a pas de relève de préciser. Une différence a été observée entre les options décrites dans la littérature et celles documentées dans mon mémoire. Dans les écrits, il y a majoritairement 3 types d'habitation, le foyer de groupe, la résidence familiale et l'appartement supervisé. Alors qu'à Québec, les PADI habitent soit en appartement, en chambre et pension, en RTF, qui est une ressource de type familial, avec leur famille naturelle, ou en RPA, résidence pour personnes âgées. Il est possible de conclure que dans l'ensemble, mes participants sont le plus souvent en situation de participation sociale car ils habitaient dans un milieu qui leur permettait de réaliser leurs habitudes de vie, soit parce qu'ils en avaient la capacité, soit parce qu'ils avaient le soutien nécessaire. Questionnés sur les services qu'elles aimeraient avoir à proximité lorsqu'elles seraient plus âgées, plusieurs PADI ont fait preuve de lucidité en nommant des services médicaux. Enfin, les PADI ont décrit principalement 2 types d'options résidentielles idéales. Premièrement, il y a le foyer de groupe, une maison dans laquelle on cohabite, on partage les tâches et on reçoit de l'aide ou des services pour réaliser nos habitudes de vie. Et le deuxième, la résidence pour personnes âgées en raison de tous les services et activités qui y sont inclus. Ensuite, ces constats m'ont permis de faire 2 recommandations. Donc, la première, il est primordial que les familles et la personne réfléchissent à l'avenir ensemble et qu'elles établissent un plan concernant différents aspects tels que financier, régime de protection, habitation. Les intervenants accompagnant les familles et la personne devraient les sensibiliser à l'importance d'établir un tel plan, par exemple, pour éviter qu'une PADI soit relocalisée en urgence dans un milieu qu'elle ne connaît pas. Nul besoin de développer un nouveau modèle. Faciliter l'accès des PADI aux options résidentielles existantes en les adaptant pourrait suffire. À titre d'exemple, des RPA pourraient former une partie de leur personnel sur l'ADI pour que celle-ci ait les compétences pour accueillir des PADI. Ensuite, des RTF pourraient apporter des adaptations domiciliaires permettant d'héberger leurs résidents pendant leur avancée en âge au lieu de les relocaliser parce qu'elles n'ont pas l'équipement ou les adaptations nécessaires. J'arrive à la fin. Oui, c'est ma dernière phrase. Vas-y. Ensuite, c'est ça. Donc, finalement, si ces recommandations étaient prises en considération, nos communautés seraient plus inclusives pour les PADI car elles répondraient mieux à leurs besoins concernant l'habitation tout en favorisant leur participation sociale. Merci. Super, merci beaucoup, Fanny. Désolée de t'avoir interrompu, mais on veut garder le temps pour tout le monde. Donc, la prochaine participante, c'est Mathilde Brondel. Je ne sais pas si je prononce comme il faut son nom. Donc, tu peux partager ton écran, Mathilde.
C'est Brondel et ça devrait être correct. D'accord, désolée. Non, il n'y a pas de problème. Donc, parmi vous, qui n'a jamais rêvé de faire partie d'un clip vidéo avec sa vedette préférée? Je suis prête à parier que vous êtes peu nombreux. Eh bien, c'est ce que pourront faire mes 6 participants pendant environ 11 semaines à raison d'une rencontre par semaine. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Je suis partie de la prémisse selon laquelle toute personne a droit de vivre un vieillissement épanoui. Mais par contre, il semblerait que quand il est question de la déficience intellectuelle, ce qui contribue au vieillissement épanoui est moins bien documenté. Pour la population générale, les études montrent que la générativité contribue à un vieillissement épanoui. Je vous entends déjà, la générativité, c'est quoi? Eh bien, la générativité, c'est un stade de développement en psychologie qui se passe pendant la majorité de la vie adulte, donc à peu près de 30 à 60 ans. Pendant ce stade, les adultes vont pouvoir transmettre leur vécu, leur expérience et une partie d'eux aux personnes plus jeunes. Pour ce faire, ils vont adopter des rôles, donc ça peut être le rôle de parent, de mentor ou encore de bénévole. Puis ce qui est vraiment central dans la générativité, c'est de laisser une partie de soi et d'avoir une sorte de sentiment de continuité. Par contre, les adultes qui ont une déficience intellectuelle rencontrent des barrières dans l'adoption de certains rôles. On se souvient, ça peut être le rôle de parent, de bénévole ou de mentor. Donc, pour ces adultes, ça devient plus difficile de transmettre son expérience, transmettre son vécu. Pour ma recherche, je vais essayer de trouver d'autres façons dont les adultes pourraient faire preuve de générativité et pour qu'ils puissent transmettre eux aussi. Dans un premier temps, je vais essayer de mieux comprendre comment les adultes qui ont une déficience intellectuelle vivent leur vieillissement, parce que c'est une transition qui amène beaucoup de changements. Après, puisqu'il est important de transmettre son expérience aux plus jeunes, je vais essayer de dégager les éléments importants de leur vécu pour identifier ce qui serait susceptible de vouloir transmettre. Finalement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le lien entre donc, la générativité et le vieillissement, spécifiquement pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, n'a pas été exploré du tout. Donc, la dernière partie de ma recherche, ce sera vraiment de documenter les retombées d'une telle implication chez mes participants. Pour y arriver, je vais utiliser la méthodologie du Digital Storytelling. C'est une nouvelle méthodologie qui fait partie de la famille des recherches-créations. Et c'est ici que le vidéoclip fait son entrée parce que les participants vont être amenés à en créer un. Le Digital Storytelling, c'est une méthodologie qui utilise le groupe à travers des ateliers de discussion, de création. Mes participants vont pouvoir échanger sur leur expérience du vieillissement et ça, ce sera essentiel pour que je puisse mieux le comprendre. Évidemment, en créant une capsule vidéo qui expose leur vécu, elle est là la générativité parce que la capsule va devenir un outil de transmission. On se le rappelle, la générativité favoriserait un vieillissement épanoui pour la population générale. Et ultimement, si ma recherche porte fruit, ça pourrait amener à des changements dans les communautés, surtout au niveau des services s'adressant aux adultes, pour favoriser un vieillissement épanoui, en faisant en sorte qu'ils puissent faire preuve de générativité. Donc, je suis encore à l'élaboration du projet, mais grâce à l'organisme L'Arche de la Capitale nationale, anciennement l'Arche l'Étoile, ça devrait prendre le jour à l'automne. Merci beaucoup, Mathilde, pour votre présentation. Là, je crois qu'on est rendu, dans le fond, à la période de questions pour les 3 présentations qui portaient sur les personnes vieillissantes présentant une déficience intellectuelle. Donc, je vous laisse, Marie-Élise. Oui. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à les proposer dans la partie clavardage. Je vois que, Mme Normand, vous avez une question, vous avez levé votre main. Voulez-vous la poser de vive voix? Oui, c'est ça. Je l'ai posée dans le clavardage en secret à Romane. Mais je pense que ça s'appliquerait aussi à tout le monde. Mais j'aimerais donner la parole à Romane en premier. Premièrement, je ne peux pas m'empêcher de féliciter les étudiants pour leurs excellentes présentations et leur support visuel. D'autre part, Justine Marcotte fait partie d'un comité où elle siège avec moi, le comité pour la vie étudiante de l'Institut universitaire en DI et TSA. Et elle m'avait promis qu'on allait découvrir aujourd'hui plusieurs méthodologies différentes dont des méthodologies participatives. Les personnes qui sont autistes ou qui présentent une déficience intellectuelle ou les parents eux-mêmes seraient
peut-être plus engagés même dans la conceptualisation des recherches. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas beaucoup entendu, il n'y a pas eu beaucoup d'emphase, en tout cas, sur cette méthodologie-là. Alors, j'avais écrit à Romane parce que je m'intéresse beaucoup au deuil, mais je lui demandais, puis j'ai dit, là, tu vas avoir le temps de penser à ma question à l'avance, comment ta recherche pourrait être participative si elle l'est, mais peut-être que d'autres personnes, d'autres étudiantes voudraient répondre à cette question-là aussi. Merci beaucoup pour cette question-là. C'est vraiment une question pertinente, puis un sujet, je pense, qui est au cœur de l'équipe de communauté inclusive. C'est sûr que moi, mon projet est vraiment encore au début parce que je viens tout juste de débuter mon doctorat, mais je sais que je veux faire une recherche qui est participative grâce à l'expérience en recherche que j'ai eue auprès de l'équipe. Puis, mon objectif, c'est de réaliser une recherche participative avec des personnes aînées qui ont une déficience intellectuelle principalement, tout en allant chercher peut-être des données auprès de proches ou d'intervenants qui sont concernés par le sujet aussi. C'est sûr que j'aimerais mobiliser les personnes dès le début du projet, même dans le développement de la méthodologie, ce qui fait que c'est difficile de se prononcer de manière individuelle. Mais moi, personnellement, j'ai un intérêt pour, un peu comme Mathilde a dit, les recherches, la méthodologie qui est basée sur les arts ou la recherche créative ou création. Par exemple, par aller chercher des données de recherche par la photographie ou le digital storytelling ou encore le collage. Puis tout ça peut être fait, oui, par moi et les membres de la recherche, mais aussi par des gens qui ont de l'expérience artistique, qui peuvent venir soutenir le processus pour vraiment faciliter l'émergence de données qui seraient plus difficiles à aller acquérir par des stratégies méthodologiques traditionnelles comme des entrevues, où est-ce qu'avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle, parfois, c'est plus difficile de susciter vraiment le discours de manière libre par tous les participants. Fait que moi, j'aimerais combiner différentes méthodologies, justement, qui vont chercher, oui, des méthodologies plutôt de discours, donc des entrevues de groupe ou des entrevues individuelles, mais aussi certaines pratiques artistiques pour aller chercher une autre facette des émotions, ce qui, je pense, est très pertinent par rapport au deuil, comme c'est difficile parfois d'exprimer verbalement, même pour nous, comment on se sent par rapport au deuil. Puis, mon objectif, ça serait un peu d'approcher différents organismes communautaires, puis ceux qui sont intéressés à participer au projet, autant les organismes que leurs membres, veulent de créer un groupe et de développer ensemble quelle méthodologie qu'on pense qui serait pertinente pour accéder à l'expérience de deuil des personnes qui ont une déficience intellectuelle, autant des entrevues, autant des activités. Est-ce qu'on doit faire ça de manière répétée à toutes les semaines ou une fois 2 semaines, ou quelle méthodologie qu'on devrait utiliser en fait? Donc, c'est une réponse qui ne répond pas directement, mais c'est mon processus de réflexion pour l'instant. Oui, puis permettez-moi de partager juste une petite chose. Dans une des études que j'ai lues, on disait que je ne sais pas où tu vas rencontrer les personnes, mais dans l'éventualité où vous rassemblez des personnes, le fait de venir à l'université, c'était tellement valorisant. Puis les chercheurs auraient voulu continuer les rencontres au-delà du projet de recherche parce que justement, ça l'avait créé un groupe qui était imprévu, mais qui, grâce à la recherche, s'est réuni. Et puis, il y a des amitiés qui se sont forgées et que les personnes puissent dire, moi, je m'en vais à l'université ce soir. C'était vraiment une grande motivation à participer à la recherche. Alors, ça gardait en tête pour nous tous chercheurs, là, au lieu de faciliter l'accès en nous déplaçant, penser au fait que ça pourrait être très valorisant pour les personnes de dire hey, « moi, je m'en vais à l'université ce soir pour participer à une recherche ». Merci, Romane. Merci à vous tous. Merci, Claude, pour ce partage-là. Puis je pense que ça souligne l'importance, en fait, de demander aux gens ce qu'ils préfèrent. Fait que de dire, on fait de la recherche participative, bien, de ne pas assumer qu'ils préfèrent qu'on aille chez eux ou assumer qu'ils préfèrent venir à l'université, peut-être, mais de dire qu'est-ce qui vous rendrait le plus à l'aise, qu'est-ce que vous préfériez. Je pense que ça amène bien cette perspective-là parce qu'on est tenté de se déplacer, effectivement, pour leur faciliter la vie.
Merci beaucoup. J'aimerais peut-être juste relancer la question à Mathilde. Comment ton projet, dans le fond, comment tu vas adapter le digital storytelling à l'utilisation auprès d'aînés qui présentent une déficience intellectuelle? En fait, je peux peut-être plus spécifier c'est quoi le digital storytelling parce que c'est passé assez rapidement. En fait, c'est une succession de rencontres. Donc, habituellement, c'est des rencontres de groupe. Puis ça a été fait quand ça a été fait auprès des aînés, parce que c'est surtout là-dessus que je vais me baser. Mais c'est comme un enchaînement de rencontres. Donc, au début, vraiment, on discute, on essaie de déterminer ensemble des thématiques qui sont prédominantes. Là, pour ma recherche, ça va être le vieillissement, la transmission, l'héritage, tout ça. Puis après, évidemment, là, on arrive plus dans la phase de création où les personnes vont enregistrer leur voix, ils vont pouvoir choisir des images qu'ils vont inclure dans leur capsule, tout ça. L'adaptation que je compte faire, à vrai dire, c'est encore assez incertain parce que je pense que ce qui va être le plus important, ça va être de prendre le temps. Donc, en fait, ce que j'ai spécifié un peu dans ma méthodologie, c'est que j'ai ajouté 1 ou 2 séances où vraiment c'est comme plus des séances tampons où on va pouvoir prendre le temps d'expliquer le logiciel. J'ai déjà commencé à essayer de faire mes propres montages, voir lesquels sont un peu plus accessibles. Puis, ça va vraiment être ça, de prendre le temps d'expliquer, de créer peut-être aussi un petit fascicule d'utilisation que les gens vont pouvoir garder, se familiariser avec l'interface, parce que le montage, bien évidemment, c'est une grosse partie aussi, mais c'est de garder vraiment les participants partie prenante de la création. Puis avec l'Arche, là, avec l'organisme avec lequel je vais faire mon projet, eux aussi pourraient me permettre là, d'utiliser, ou en tout cas de bénéficier du soutien de 2 bénévoles. Donc ça devrait être très aidant aussi. Merci beaucoup. Merci Mathilde. J'avais aussi une petite question, là, s'il n'y en a pas d'autres dans le clavardage, pour Fanny. Fanny, j'aimerais mettre en valeur aussi quelque chose que tu as dit dans le cadre de ta présentation en lien avec les personnes les PADI, les personnes aînées présentant une déficience intellectuelle qui vivent en résidence pour personnes âgées. Tu as dit que c'était un milieu où ils se sentaient inclus, qu'il y avait des activités qui étaient proposées, donc ça peut être souvent plus intéressant pour avoir un mode de vie plus actif. J'aimerais savoir si tu avais 1 ou 2 conseils pour favoriser une réelle inclusion dans ces milieux pour les personnes âgées. Si tu avais 1 ou 2 recommandations pour les professionnels, ce serait quoi? Oui. Bien, dans le fond, comme je disais dans ma 2e recommandation, c'est dans le fond, je pense que l'idée, c'est d'adapter des milieux de vie où ces personnes-là vivent déjà, puis c'est pas obligé d'inventer une nouvelle formule, puis ni un milieu ségrégué, dans le fond, parce que toute leur vie, on a tenté de les inclure dans la communauté. Fait que finalement, dans les résidences pour personnes âgées, je pense que les personnes que j'ai interviewées puis qui n'habitaient pas encore dans une résidence pour personnes âgées, voyaient la possibilité d'avoir des services, de faire des activités puis de créer des liens d'amitié. Puis, c'était comme un avantage pour eux parce que souvent, des fois, ils vivaient un peu d'isolement ou ils recevaient déjà des services pour une partie de leur habitude de vie. Puis, dans le fond, l'idée, ça serait vraiment de peut-être de faire des ententes avec des résidences pour personnes âgées qui auraient l'ouverture à recevoir ces personnes-là pour qu'il y ait quelques personnes dans les membres du personnel. Ils ne pourront pas devenir éducateurs spécialisés, mais d'avoir une formation de base sur la déficience intellectuelle pour mieux comprendre comment ces personnes-là peuvent réagir, se comporter, puis comprendre les informations. Fait que comme ça, ça ferait en sorte qu'ils seraient mieux intégrés parce que ce que j'ai vu dans la littérature, c'est que souvent, quand les personnes qui ont une DI deviennent âgées, peu importe où elles vivent, elles se retrouvent entourées d'intervenants qui n'ont pas d'expertise pour travailler avec elles. Parce que si elles continuent d'habitude dans des milieux en déficience intellectuelle, les éducateurs spécialisés, les psychoéducateurs ou autres intervenants n'ont pas eu encore l'habitude de travailler avec des personnes DI qui sont âgées parce qu'avant, elles ne vieillissaient pas à cause de toutes sortes de raisons. Puis d'un autre côté, ça se retrouve dans une résidence de personnes âgées, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, leurs besoins ou l'accompagnement n'est peut-être pas optimal. Donc, c'est un peu ça, la conclusion à laquelle j'en suis. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci. Donc, on serait rendu à notre pause active. Je ne sais pas si vous êtes prêts à bouger. J'ai essayé de penser à un petit exercice. J'avais pensé au jumping jack, mais là, Élise est enceinte, si vous ne le saviez pas, alors je n'ose pas le proposer.
J'ai mis vos caméras pour vous voir bouger, là. Puis, mais je vous proposerais de faire des squats, tout simplement. Vous savez, c'est comment on fait des squats. Là, on plie les genoux, puis on descend. On a 30 secondes. Puis après ça, on va être énergisé pour le dernier bloc de présentation. Alors, je vous invite à le faire. Si vous êtes trop gêné, vous pouvez fermer votre caméra, il n'y a pas de problème. Alors, 1, 2, 3, go! Les squats. Il nous reste 10 secondes. Bravo! Merci beaucoup. Ça fait du bien de bouger un petit peu. C'est une bonne idée. Alors, je remercie la personne anonyme qui me l'a proposé dans le chat, si elle veut se nommer. Alors, c'est ce qui nous amène à notre dernier bloc. Donc, on a 4 étudiantes qui vont se prêter au jeu. Alors, le bloc 3 porte sur l'inclusion des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Alors, la première présentatrice est Justine Marcotte. Donc, Justine, si tu veux, parfait. Quand tu es prête, Justine, je vais commencer le chronomètre. Et donc, bonjour, je m'appelle Justine Marcotte, je suis ergothérapeute et étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. Je vais commencer par vous demander de repenser à votre premier appartement. Qu'est-ce que ce moment de votre vie vous rappelle? Pour plusieurs, quitter le nid familial, c'est un synonyme de liberté, d'autonomie, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et avec qui on veut. Mais cette liberté-là vient aussi avec beaucoup de nouvelles responsabilités. Hein? C'est le moment où on découvre que les repas, ça ne se prépare pas par magie, puis que des bobettes, ça ne se lave pas toute seule. Les personnes ayant un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou TSA pour les intimes sont nombreuses à espérer, une fois adultes, habiter dans un milieu qui leur permet d'exercer leur autonomie à la hauteur de leurs capacités. Cependant, certaines personnes ayant un TSA peuvent avoir de la difficulté à accomplir les activités qui sont liées au fait de vivre de façon autonome. Ça fait en sorte que plusieurs d'entre elles continuent à habiter avec leurs parents à l'âge adulte. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les personnes ayant un TSA à surmonter ces défis-là pour qu'elles puissent habiter dans un milieu qui réponde à leurs désirs? C'est précisément ce à quoi je me suis intéressée dans le cadre de mes études. Donc, pour les aider à vivre de façon autonome, on peut évidemment leur apprendre à réaliser les tâches qui viennent avec la vie en autonomie. On peut leur apprendre à cuisiner, à faire le ménage, à gérer leur budget, par exemple. Mais ces stratégies-là sont déjà assez connues et exploitées, puis ce sont des stratégies qui en mettent beaucoup sur les épaules de la personne. Une autre façon de les soutenir dans leur autonomie, c'est de créer des environnements qui les soutiennent à ce niveau-là. Donc, des environnements qui facilitent la réalisation des activités au quotidien. En effet, pourquoi est-ce qu'on essaierait d'apprendre à se réveiller à 7 heures le matin alors qu'on peut simplement mettre une alarme qui va nous faciliter la vie puis qui va nous permettre d'arriver au même résultat? Mais la question qui se pose ici, c'est comment est-ce qu'on crée ça, un environnement résidentiel qui favorise l'autonomie des personnes ayant un TSA? Pour répondre à cette question-là, je me suis tournée vers des personnes qui ont de l'expérience en la matière, donc des adolescents et des adultes autistes, ainsi que leurs parents. J'ai fait des entrevues avec ces personnes-là qui ont permis d'identifier des facteurs à réunir pour créer un environnement qui soutienne l'autonomie à la maison. Par exemple, ça implique de créer un environnement dans lequel des rappels visuels sont disponibles, un environnement dans lequel on dispose d'indicateurs de temps clairs comme des calendriers ou des alarmes, puis un environnement dans lequel d'autres personnes peuvent nous venir en aide aux besoins. Ces éléments-là sont assez généraux, mais sont néanmoins un point de départ intéressant pour sélectionner ce qui est à mettre en place dans l'environnement de la personne pour la soutenir dans son autonomie. Mais puisque chaque personne est unique, c'est important de les impliquer dans les choix pour s'assurer que leur environnement réponde bien à leurs besoins. Créer des milieux de vie qui répondent aux besoins des personnes ayant un TSA et qui leur permettent de se sentir libres et épanouis. C'est aussi ça, contribuer au développement de communautés inclusives. Merci pour votre écoute. 3 minutes pile. Bravo, Justine. Merci beaucoup. La prochaine présentatrice, c'est Émilie Rajotte.
Micro. Ça commence bien, hein? Quand tu es prête. C'est bon. Vous m'entendez bien? Le son, Oui. ça va? Oui. Parfait. Alors, je vous présente Léo, qui a 6 ans. Il présente un trouble du spectre de l'autisme qu'on appelle aussi TSA. C'est un petit garçon curieux, enjoué, mais il a beaucoup de difficultés à fonctionner à l'école. Son enseignante mentionne qu'il ne comprend pas bien les consignes et qu'il est anxieux lorsqu'il y a un changement dans l'horaire. À la récréation, il tente de jouer avec les autres, mais il est maladroit, il bouscule ses pairs ou il ne partage pas le matériel. Parfois, les autres enfants trouvent ses comportements étranges. Par exemple, Léo peut faire des crises dans des contextes bruyants comme lors du dîner. Saviez-vous que les élèves comme Léo représentent plus du tiers des élèves en difficulté à l'école? Ces élèves présentent des grandes forces, mais malheureusement, l'environnement scolaire est peu compatible avec plusieurs de leurs caractéristiques. Alors, dans le cadre du projet pour des écoles inclusives TSA, l'équipe de recherche a collaboré avec des ergothérapeutes pour développer un modèle d'une école inclusive en s'appuyant sur les pratiques reconnues par la recherche en autisme. Alors, je vous invite donc à entrer pour visiter quelques-unes des caractéristiques de cette école. Tout d'abord, cette école favorise la participation des élèves dans une diversité de contextes, comme la classe, la cour d'école, les transitions ou le service de garde. Dans cette école, les routines et activités scolaires sont adaptées aux caractéristiques des élèves présentant un TSA. Alors, je vous donne quelques exemples. Tout d'abord, les activités intègrent les passions des élèves pour améliorer leur engagement et leur motivation. Les élèves pourraient donc avoir des occasions d'offrir de l'aide aux autres en lien avec un sujet qu'ils maîtrisent. Les routines sont aussi structurées. Les différentes étapes sont expliquées puis affichées pour créer un contexte plus prévisible puis rassurant pour les enfants. Les élèves bénéficient aussi d'un enseignement ciblé au niveau des habiletés sociales pour les aider à adopter des comportements positifs lors des travaux d'équipe ou dans le jeu avec les autres. Ensuite, les intervenants scolaires et les élèves sont ouverts à la diversité puisqu'ils reçoivent l'information en lien avec le TSA avec une emphase sur l'acceptation des différences. Les enfants sont donc sensibilisés à comment interagir avec les élèves présentant un TSA. Une autre caractéristique, c'est que des modèles positifs sont offerts, ce qui veut dire que les élèves peuvent être jumelés avec des pairs compétents pour faciliter les interactions dans le jeu, à la récréation, par exemple. Finalement, au niveau de la classe et des espaces de jeu, il y a un soutien visuel qui est utilisé en complément aux consignes, aux explications verbales pour faciliter la compréhension. Ça peut être, par exemple, des images, des schémas ou des vidéos qui sont utilisés. Un autre exemple, c'est que les locaux sont aménagés de façon à réduire les stimuli comme le bruit ou la quantité d'informations visuelles. Alors, une première expérimentation du modèle a été réalisée avec une équipe école, puis notre constat, c'est que le modèle aide les intervenants scolaires à intégrer des stratégies simples dans leur quotidien, puis que les stratégies bénéficient non seulement à des élèves comme Léo, mais aussi à plusieurs autres élèves. Donc, le projet apparaît prometteur pour soutenir la création d'un milieu scolaire plus favorable à la participation d'une diversité d'élèves. Merci. Alors, merci beaucoup, Émilie, pour ta présentation. Donc, maintenant, la troisième présentation du bloc 3, c'est Alexa Meyer. Donc, est-ce que vous pouvez voir le bon écran? Non, je pense pas. Attends. On voit le bon écran, mais t'es pas... Oui, c'est parfait comme ça. OK, excellent. Donc, vous ne voyez pas mes notes, vous voyez la présentation. OK, super. Excellent. Donc, c'est parti. Donc, je me présente. Je m'appelle Alexa. Je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Je suis supervisée par Isabelle Soulière et Evelyne Bussière de l'UQTR. Donc, moi, je vais vous présenter mon projet qui porte sur la passion en autisme. Donc, la majorité des gens dans la population générale ont ce qu'on appelle une passion. Ça, c'est le fait d'avoir un intérêt intense, marqué pour une activité, un sujet ou une cause qui s'inscrit dans notre identité. Donc, ça fait quand même partie de nous. Par exemple, moi, je dirais, je suis une joueuse de basketball ou une fan de basketball. Puis, ça nous pousse à faire preuve d'engagement. Donc, on s'investit en temps et en énergie quand on est passionné. Puis, être passionné, c'est aussi quelque chose qui est très valorisé dans la société, qui permet aux gens de tisser des liens avec des communautés qui ont des champs d'intérêt similaires aux leurs. Mais
Cela dit, ce n'est pas toutes les passions qui sont nécessairement bénéfiques, même que certaines passions, en fait, seraient nuisibles pour le bien-être, le fonctionnement des personnes. Donc, je vous présente d'un côté, on a la passion harmonieuse qui est, elle est favorable en fait. Donc, elle mènerait à un bon fonctionnement en société, elle serait associée au bien-être. Puis d'un autre côté, je vous présente aussi la passion obsessive qui, elle, est associée à un moins bon fonctionnement, puis un moins bon bien-être aussi. Donc, plus précisément, la passion harmonieuse, en fait, ça, c'est une passion qui est en harmonie avec le reste de notre vie, qui est très intégrée à nos valeurs, qui on est, puis qui se pratique assez bien. Avec la passion obsessive, par exemple, ça, c'est plus synonyme d'une perte de contrôle, d'un déséquilibre. Donc, avec les sphères familiales, sociales, avec notre travail de l'école, on va être juste très, très, très investi dans notre passion, mais à un tel point peut-être d'oublier les autres aspects de notre vie. Donc, cela dit, on sait très bien qu'en autisme, il y a des intérêts intenses qui pourraient ressembler à des passions. Donc, comme c'est défini, les intérêts restreints, en fait, c'est un critère diagnostique où une personne a un intérêt très intense, plus que la population générale, par exemple, où son intérêt est un peu atypique. Mais comme la passion, en fait, ces intérêts-là, on sait qu'ils peuvent interférer avec le quotidien de la personne autiste et sa famille, mais qui sont aussi associés à des effets beaucoup positifs, des émotions positives, une estime de soi. Des fois, ils peuvent aussi aider la personne à accéder à l'emploi. Donc, pourquoi est-ce que dans certaines interventions en autisme, on cherche à diminuer, éliminer ces intérêts-là? On se pose la question. Donc, dans mon projet, en fait, on a questionné par questionnaire en ligne des personnes, adolescents et jeunes adultes autistes à propos de leur passion par rapport à leur activité. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la passion harmonieuse en autisme, comme dans la population générale, est associée à un meilleur bien-être qui est favorable, tandis que la passion obsessive, elle est associée à un moins bon bien-être. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on devrait vraiment réduire ces passions-là ou les aider, les accompagner à ce qu'elles deviennent plus harmonieuses? Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Alexa. Alors, notre dernière présentatrice pour aujourd'hui, c'est Myriam Chrétien-Vincent. Myriam est présente parmi nous, mais elle a certains contretemps. Donc, elle a enregistré sa présentation, je pense, ce matin même. Alors, je te laisse, Élise, la présenter. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le projet que j'ai réalisé dans le cadre de mon doctorat en sciences cliniques et biomédicales. Donc, je suis à l'analyse de mes résultats. Donc, lorsqu'on souhaite outiller les adultes impliqués dans la vie de l'enfant, on souhaite avoir le plus d'impact possible sur la participation de l'enfant, mais aussi sur le sentiment de compétence de l'adulte. C'est un peu comme être la première personne qui va pousser le premier domino d'une chaîne de dominos. On souhaite avoir un effet qui va être efficace pour l'enfant et l'adulte, puis aussi qui va être durable dans le temps. Lorsqu'on veut rendre les milieux plus inclusifs, on a tendance à penser que donner de l'information, de former le plus de personnes possible, ça va être ça qui va être le plus efficace, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Alors, pour apprécier les effets d'une intervention pour soutenir les éducateurs dans les milieux éducatifs à la petite enfance, on a pris 6 éducateurs de milieux différents, CPE, milieux familiaux, éducateurs spécialisés impliqués dans l'intégration de l'enfant. Ces éducateurs-là intégraient chacun un enfant avec ses défis propres, dont il y en avait que les défis étaient un petit peu moins grands que d'autres, mais on est vraiment allé travailler avec les contextes spécifiques de chacun. On a offert à ces 6 éducateurs-là une formation qui était semblable, en fait, qui était exactement la même, 5 capsules de formation en ligne de 10 minutes chacune que les éducateurs écoutaient pendant 6 semaines, et intégraient des stratégies dans leur quotidien pour favoriser la participation de l'enfant. Ce qu'on a vu, c'est que ça a eu de l'impact, que les éducateurs ont été capables d'appliquer certaines stratégies, mais il est quand même resté certains défis, puis les éducateurs ont nommé, on aurait aimé être capable de discuter avec toi, de poser des questions, de valider surtout les stratégies qu'ils identifiaient. Donc, on a repris ces éducateurs-là de manière individuelle, puis on a offert 3 à 5 rencontres de coaching individuel. Donc, c'était vraiment un processus de résolution de problèmes avec l'éducateur pour l'amener à trouver les stratégies puis à les impliquer dans son quotidien. Donc, on a pu voir que ça a eu de l'impact sur les défis de l'enfant qui restaient, mais aussi dans une phase de maintien. Donc, 6 semaines après l'intervention, les éducateurs étaient aussi capables de mettre en place des stratégies qui identifiaient eux-mêmes sans le soutien de l'ergothérapeute. Donc, ce que ça nous montre, c'est que notre chaîne de dominos est peut-être pas si simple que ça,
puis de combiner les différentes interventions pour soutenir les éducateurs en milieu éducatif à la petite enfance. Ça peut nous aider à rendre nos CPE plus inclusifs. Alors, merci beaucoup, Myriam. Je pense que c'est Marie qui va ramener les questions. Oui, bien, bravo à toutes les étudiantes, là, voyons, 10 étudiantes, 11. On a combien qui ont fait la présentation? 11? 8? Il y en a 11, oui. 11 étudiantes qui se sont prêtées au jeu aujourd'hui. C'est vraiment super de vous entendre. Pour les 4 dernières, en fait, on a une question d'abord pour Justine. Bien, on vous invite à poser les questions, évidemment, là, si vous en avez, puis on va les reposer aux conférenciers. Mais la première question qu'on a pour Justine, ce serait, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment tu faisais tes entrevues avec les personnes? Oui, mais en fait, pour rendre l'entrevue peut-être un peu plus concrète pour les personnes, puis pour les parents aussi, j'allais à la maison, donc à domicile, dans le milieu résidentiel, puis je me déplaçais dans les différentes pièces de la maison avec le participant pendant l'entrevue. Donc, je faisais l'entrevue d'abord avec le parent, je me déplaçais dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre du jeune ayant un TSA. Puis, dans chacune des pièces, je leur demandais qu'est-ce qui aidait dans l'environnement, qu'est-ce qui nuisait à l'autonomie dans l'environnement, puis qu'est-ce qui pourrait aider plus. Donc, en étant directement dans l'environnement, mais ça pouvait aider justement les participants à avoir des idées, à me montrer, à me pointer des choses, à me montrer comment ils s'y prenaient pour faire leurs activités au quotidien. Moi, ça me permettait de mieux comprendre les réponses aussi, parfois en voyant ce qu'ils voulaient m'expliquer ou en visualisant finalement, par exemple, un soutien visuel, mais je comprenais beaucoup plus rapidement ce qu'ils voulaient me transmettre comme information. Puis ça me permettait aussi de les questionner sur des éléments que j'observais. Donc, je l'utilisais d'abord avec les parents, puis par la suite, j'utilisais avec la personne ayant un TSA de la même famille. Excuse, juste donc, tu n'as pas interviewé des personnes qui avaient déjà déménagé en dehors du domicile, c'est ça, familial? Non. Effectivement, en fait, c'est une bonne question. Je recrutais des DIAD, donc je voulais toujours avoir un jeune ayant un TSA, puis au moins un de ses parents pour participer aux entrevues. Puis je faisais les entrevues en individuel, d'abord avec le parent, ensuite avec la personne. J'aurais pu recruter des personnes qui n'habitaient plus au domicile familial. Ce n'était pas dans mes critères spécifiés, mais dans les participants qui se sont manifestés, j'ai seulement eu des personnes qui habitaient toujours à la résidence familiale. Par contre, il y avait un participant qui avait un appartement aussi dans le sous-sol, mais il était encore en transition. Donc, il habitait encore majoritairement dans la résidence familiale, mais il passait aussi quelques temps, des fois quelques heures dans la journée, ou parfois allait dormir dans son appartement qui était à l'autre étage. Merci, Justine. Merci, Claude, aussi pour la question. On n'a pas d'autres questions qui est apparues dans le chat, mais nous, on en a pour les étudiantes. Alors, Émilie, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment tu faisais pour accompagner les intervenants scolaires à modifier des petites caractéristiques de leur école pour que, finalement, elles deviennent plus favorables à la participation des élèves qui avaient un TSA et des autres. Oui, merci pour la question, Marie. C'est une grande question. En fait, le choix qu'on a fait, puisqu'on voulait rendre l'école plus inclusive dans une diversité de contextes, on a fait le choix d'accompagner une diversité d'intervenants scolaires, c'est-à-dire pas juste des enseignants, mais aussi des éducateurs spécialisés, des éducateurs de services de garde. Fait que pour l'accompagnement, une première étape, ça a été vraiment d'analyser les besoins de l'équipe école. Qu'est-ce qu'ils souhaitaient changer dans leur école pour favoriser la participation des élèves TSA? Parce que le modèle que je vous ai présenté comporte beaucoup de choses, fait qu'on devait cibler pour un élément. Puis, on a fait des rencontres de coaching de groupe avec une équipe qui était composée de 9 intervenants scolaires variés pour identifier les besoins, puis aussi qu'est-ce qu'ils mettaient déjà en place dans leur école qui était favorable à la participation des élèves TSA et des autres élèves aussi. Puis par la suite, j'ai fait des rencontres de coaching individualisées avec chacune, je dis chacune parce que c'était toutes des femmes, donc chacune des intervenantes scolaires. Puis le coaching pouvait être adapté selon les besoins de chacune. C'est-à-dire que parfois, c'était sous forme de discussion à partir de l'objectif que la personne avait ciblé. Parfois, j'allais dans la classe expérimenter des stratégies avec l'intervenant selon les besoins ou à l'extérieur dans le corridor ou dans le contexte finalement où le besoin était présent. Puis malheureusement, le projet a été interrompu, mais il était prévu d'avoir des suivis aussi en équipe pour faire des bilans de chacune des stratégies qui avaient été mises en place pour construire ensemble finalement, puis
diffuser les pratiques au sein de l'école, puis que ça ne reste pas ciblé juste sur une personne, mais qu'on ait vraiment des interventions qui bénéficient à l'ensemble des intervenants de l'école. Puis on a expérimenté une situation où on a fait une rencontre avec, c'était ouvert à toute l'équipe école en fin de journée, une formule 5 à 7 où les participants partageaient aux autres les stratégies qui avaient été gagnantes, puis ça donnait lieu à d'autres idées, puis vraiment un partage au sein de l'école. C'était une formule qui semblait vraiment intéressante à utiliser là, pour rejoindre plus largement l'équipe. Voilà, c'est une longue réponse, hein, Marie? C'est très bien synthétisé. Merci beaucoup, Émilie, pour le partage. Puis peut-être dans le même esprit du coaching d'intervenants en milieu éducatif, j'aimerais ça si Myriam est disponible pour répondre à une question. Simplement, Myriam, que tu nous expliques un peu plus comment ça se déroulait pour toi, le coaching avec les éducateurs qui accueillaient des enfants qui présentent le TSA. Oui, donc je vais peut-être avoir un peu de bruit d'arrière-plan. C'est ça mon imprévu, c'est la conciliation de travail, famille, COVID. Donc, en fait, vraiment le processus de coaching, les rencontres de coaching, Marie? Oui, bien, combien de rencontres tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais dans une rencontre typique? Étais-tu dans le groupe? Tu étais à l'extérieur du groupe? Parfait. Fait qu'on allait vraiment, c'était vraiment une rencontre qui se voulait diriger vraiment par l'éducateur. Fait que c'est vraiment lui, moi, j'arrivais pas avec mon agenda caché, fait que c'était vraiment lui qui disait qu'est-ce qu'il voulait travailler, c'était quoi ses défis de participation avec l'enfant, est-ce qu'il voulait que j'aille dans le groupe ou qu'on discute tout simplement en parallèle. C'était vraiment lui qui décidait ça. Fait qu'au départ, la première rencontre, on avait vraiment ciblé des objectifs. Là. Ça, c'est sûr que c'était la base de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on voulait travailler dans les rencontres qui suivaient. Puis après ça, on se faisait un plan de match. Donc, à chaque rencontre, c'était toujours un nouveau plan qu'on se faisait pour vraiment aller cibler. Bon, ben là, aujourd'hui, on parle de quoi? Qu'est-ce qui a été travaillé dans la dernière rencontre? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Vers où on pourrait aller? Puis, à chacune des rencontres, on s'ajustait, dans le fond, selon les besoins des éducateurs. D'ailleurs, on n'a pas fait nécessairement 5 rencontres pour tous les éducateurs parce qu'il y en avait que, 4, ça suffisait. Je suis allée dans le groupe pour 1 ou 2 éducateurs. Pour les autres, ce n'était pas nécessaire. Donc, on s'est vraiment adapté au contexte de l'éducateur aussi parce que des fois, son contexte ne permettait pas nécessairement que j'aille dans le groupe, mais aussi à ses demandes, à ses besoins. Fait que je pense que c'est quelque chose qui avait été quand même aussi très apprécié, la flexibilité. Merci beaucoup, Myriam. Puis je trouve que ça fait un beau lien avec la présentation de Sarah plutôt sur l'autodétermination. Alors, merci. Puis, dernière question pour Alexa. Dans le fond, comment est-ce qu'un intervenant peut accompagner un ado ou un adulte autiste à transformer une passion en passion harmonieuse? Excellente question et grosse question encore une fois, je pense, parce que dans la théorie, à date, ça a été vraiment fait avec des gens neurotypiques. Il n'y a pas vraiment d'aspect clinique à date qui a été cherché là, avec la théorie de la passion. Mais l'idée, ça serait, en fait, parce que quand tu as une passion obsessive, souvent, c'est que tu as un déséquilibre et que tu viens comme répondre à tes besoins qui sont pas comblés dans l'extérieur de ta passion, tu sais, comme par exemple tes besoins d'affiliation, je suis un peu dans la théorie de l'autodétermination aussi, là, mais tes besoins d'affiliation, de compétences, etc., et d'autonomie, excusez, souvent ils sont moins comblés à l'extérieur, donc la personne vient vraiment les chercher dans sa passion obsessive. Donc de un, ça peut être d'aider la personne à aller combler ces besoins-là, non seulement dans sa passion, mais aussi à l'extérieur, comme ça, elle ne rely, excusez pas pour l'anglicisme, mais comme ça, elle ne dépend pas uniquement de sa passion, mettons, pour combler ses besoins. Puis sinon, c'est de favoriser des contextes où on a tendance à être moins obsessif. Parce que quand c'est compétitif, quand on mise sur la performance, des fois, ça peut aggraver l'aspect obsessif. Puis quand on le fait vraiment juste pour le plaisir, ça peut aider à un peu être plus harmonieux, d'être dans le flow. J'ai pas eu le temps d'expliquer toutes les variables, mais essentiellement, ça serait ça. Mais des fois, je comprends qu'avec des personnes autistes, c'est des personnes qui ont moins de flexibilité, qui sont peut-être un petit peu plus rigides puis qui tiennent vraiment à leur intérêt. Ça peut être aussi d'essayer d'introduire d'autres intérêts là, qui vont être reliés, mais un petit peu moins obsessifs. Mais bref, je n'ai pas la réponse entière à la question. C'est une très bonne question.
C'était une excellente réponse. Merci beaucoup, Alexa, de nous pister sur certaines choses à ce niveau-là. Donc, bravo à toutes les étudiantes. Vraiment, c'était vraiment super de vous entendre, de vous voir aujourd'hui. Alors, je laisse la parole à Élise. Oui, alors maintenant est venu le temps de voter pour la présentation coup de cœur. Donc, vous avez un lien qui vous est proposé dans la partie clavardage. Donc, on vous invite à vous y rendre dès l'instant présent. Donc, vous allez voir que vous avez les photos de toutes les étudiantes ainsi que le thème qu'ils ont couvert dans le cadre de leur présentation. Donc, vous devez voter pour une seule personne. Je sais que c'est déchirant, mais c'est juste pour avoir un petit peu de plaisir et pour remettre un beau prix à la gagnante. Ça méritera, en fait, ce beau livre qui s'appelle « Pratique inclusive en déficience intellectuelle ». Donc, la direction, entre autres, de Mme Francine Julien-Gauthier, qui est une chercheure aussi avec nous à l'équipe. Donc, dans ce livre-là, Marie et moi avons contribué à l'écriture de chapitres. Il y a aussi quelques étudiantes là, qui ont contribué à l'écriture de chapitres, là, dont je vois Romane Justine. Donc, ce sera le beau prix que se méritera l'étudiante qui gagnera. Donc, on attend que vous puissiez voter pour la personne choisie. Pendant ce temps-là, je fais une courte conclusion, puis après ça va nous permettre de remettre le prix coup de cœur là, juste avant de conclure. Donc, en conclusion de l'événement, il nous reste 6 minutes. On est juste dans le temps. On est très contents. Bravo à tous d'avoir respecté le temps. Donc, on espère que vous connaissez mieux le laboratoire communauté inclusive puis les différents types de projets qu'on y fait. Que vous avez aimé découvrir les projets étudiants, vous avez envie de découvrir encore plus, de fouiller dans le site Internet, mais aussi de collaborer à des projets de recherche avec nous dans le futur, puis de contribuer vous aussi à votre façon à développer des initiatives pour propulser des communautés inclusives des personnes autistes présentant une déficience intellectuelle. Donc, nous, dans le futur, dans les prochaines années, on souhaite innover encore plus, de plus en plus dans les manières d'inclure les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un TSA et leurs proches dans les projets de recherche, mais aussi dans la société. Puis, on espère inspirer d'autres personnes à s'intéresser au développement de communautés inclusives. Puis, évidemment, là, on espère pouvoir collaborer avec vous. Alors, c'est l'heure. C'est-tu l'heure? Est-ce que les gens ont voté, Sarah? On a présentement 33 réponses, mais il y a une personne qui domine au niveau des votes quand même. Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Ou Je pense que non, parce que les autres, je pense que c'est beaucoup de nous autres aussi. Là. Moi, oui, c'est ça, effectivement, des gens qui ne votaient pas. Donc, je vous annonce la gagnante pour le prix coup de cœur et Sarah Pellerin, donc, qui va être un projet sur l'autodétermination. Bravo, Sarah. Super belle présentation. Et merci beaucoup. Merci. Bravo. Puis encore désolée de t'avoir coupé, mais ça a l'air que tu étais tellement dynamique que tu as quand même remporté le prix coup de cœur. Bravo. C'est gentil. Les aléas de Zoom, n'est-ce pas? En 2021, on aura ça à raconter. Tout à fait. Alors, bravo, puis bravo à toutes, puis on vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Puis, vous pouvez suivre notre page Facebook si vous voulez suivre l'actualité du laboratoire Communauté Inclusive. Donc, facebook.com, c'est Communauté Inclusive pour nous trouver. Puis, on a la chaîne YouTube Communauté Inclusive, puis on va déposer les présentations des étudiants, là, comme on vous l'avait dit. Alors, vous devriez recevoir le PowerPoint de l'événement aussi si jamais ça vous intéresse, là, avec les articles aussi des différents